Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'opération conjointe Tanali 2 menée du 25 novembre au 9 décembre 2021 le long de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso par les armées des deux pays. L'actualité, c'est aussi la célébration vendredi 10 décembre du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur les festivités marquant le 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger ou d'Ifangla. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Al-Hajj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Al-Hajj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir, Mouta. Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Chari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mouta. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 17 décembre 2021 par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui a officiellement lancé le lundi 13 décembre à Difa les activités entrant dans le cadre des festivités marquant le 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger ou Difa Ngla. À travers cette fête tournante de la République, il s'agit de faire bénéficier d'IFA des investissements importants pour sa transformation prévue dans le cadre du programme de modernisation des capitales régionales, mais aussi une occasion de communier avec la population de cette région ayant souffert des affres de Boko Haram. Abba Chariami, on va commencer avec vous. Vous êtes ressortissant de la région de Difa. Que peut-on savoir au sujet de la fête tournante du 18 décembre à Difa-Ngla? Écoutez, la fête, selon toutes les informations qu'on a, ça se poursuit et de belle manière. Mais ce que je retiens, c'est que jusque-là, je n'ai pas en tout cas vu un ressortissant ou un habitant surtout de la localité qui n'est pas content, qui n'est pas fier des réalisations, notamment l'électrification des routes. Il y en a aussi qui ont été goudronnés, notamment deux tronçons importants, la route de Afnori et la route principale qui traverse pour aller vers Ngimi. Et beaucoup de photos. Il y a la voirie aussi, oui, la voirie urbaine. Justement, qui a été vraiment, semble-t-il, vraiment sur de qualité. Moi, ça fait exactement un an, je n'ai pas mis pied. Inch'Allah, dans une semaine au plus tard, je serai là-bas et je constaterai de visu. Mais seulement, j'espère que les leçons ont été tirées des autres réalisations. Parce que quand c'est neuf, c'est joli. N'est-ce pas? C'est vraiment, ça saute à l'œil, c'est clinquant, tout ça. Et au bout d'un an, après une saison vous voulez parler de la dureté? De la durée, de la qualité vraiment des réalisations. J'ai vu l'arène quand elle était, pas l'arène, la tribune officielle quand elle était en train d'être réalisée. En tout cas, ça avait l'air de quelque chose d'extrêmement solide et ça ne sera pas certainement comme Agadez Sokni qui a cédé après juste un premier vent de la saison de pluie. Et donc, si tout ça se maintient, comme du temps de la Samaria, on en parlait il y a quelques instants, parce que les gens ont vraiment coût très réduit, parce que chacun a mis de sa volonté, chacun a mis vraiment de sa force pour construire des choses qui continuent à résister. Si c'est vraiment fait dans ce cadre-là, bon, ça va vraiment beaucoup redorer Difa. Parce que Difa a aussi grandi malgré la guerre.
Vraiment, quand vous verrez quelqu'un qui a connu Difa il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a des endroits où il ne se retrouverait même pas. Et donc, ces réalisations vraiment viennent à point nommé. Oui, mais Abouchari Arimi, est-ce que les ressortissants, les opérateurs économiques de la région ont été impliqués dans la réalisation de ces infrastructures-là? Oui, vraisemblablement, c'est ce que j'aurais appris. Et d'ailleurs, ça se fait souvent dans la zone. Je sais que, par exemple, même la route Maïné-Gaïdam s'est confiée à un entrepreneur de la région. Mais aussi, maintenant, pour ce qui est de la route principale, un moment, en tout cas, j'avais entendu que c'est un truc, une entreprise étrangère qui devait réaliser, mais les travaux ont été reportés d'un an parce que l'entrepreneur avait posé des exigences, semble-t-il, De parce qu'il sécurité. voulait de sécurité, qu'on doit assurer leur sécurité et tout. L'État du Niger n'aurait pas accédé à cette exigence et donc je ne sais pas si cette entreprise-là a encore travaillé ou pas, mais c'est une entreprise aussi reconnue pour le bon boulot qu'ils font et aussi les coûts qu'ils sont parvenus à amortir au Niger parce que leurs matériels sont là. Donc quand ils facturent, ils ne facturent pas le transport du matériel, ce qui coûte extrêmement cher et donc ils sont parvenus à amortir ce coût et ils font des travaux presque au prix des entreprises locales. Est-ce qu'ils sont encore là-bas ou pas? En tout cas, vu la vitesse à laquelle tout a été réalisé, l'année dernière, à pareil moment, il y a des routes qui étaient totalement impraticables. La route qui quitte la douane pour aller vers le marché, c'était une catastrophe. Quand il pleut, C'est de la boue partout. c'est de la boue partout. Et donc, si tout ça est réalisé, à Difa, ce qui manque aussi, c'est le caniveau, comme à Niamey. Et les premiers n'ont pas été tellement bien faits que quand l'eau de la Komadougou monte, au lieu comment on appelle, De drainer. de drainer l'eau vers le lit de la Komadougou, c'est du lit de la Komadougou que ça monte. Et donc, or, maintenant, on sait qu'on est en période de crue de la Komadougou. La route de Ngimi est quelque peu coupée d'ailleurs. Et si tout ça a été pris en compte, c'est une très bonne chose. C'est une bonne politique en la matière. Maintenant, c'est ce qui suit. À Zender, il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu. On a vu Vous parlez de l'entretien. de l'entretien, mais aussi de la qualité. C'est du matériel définitif. Il faut que ça soit définitif. N'est-ce pas? Quand il y a de l'entretien, c'est vraiment un peu du trollage qu'il faut faire et ça redevient neuf. Mais quand ça s'écroule, ça c'est vraiment grave. Ou bien là où l'eau n'est plus, ne restait pas, aujourd'hui si tu pars, c'est des marigots qui sont créés. Donc le travail n'a pas été bien fait et en tout cas il n'y a pas eu d'études préalables, ça veut dire. Donc j'espère que 10 fois, c'est pour la deuxième fois. Parce que du temps du président Tanja, il y a eu déjà un tournant. C'est après ça que le En président Tanja 2009. est tombé, je me rappelle. Et donc maintenant, c'est une deuxième fois. On doit revenir, si on revient, si le tour de Difa revient, il faut que ça soit vraiment pour faire autre chose que de retaper ce qui a été déjà fait. Sinon, c'est des investissements inutiles et ça veut dire que l'argent est distribué et non investi. Alaji Mohamed Souleymane, la fête tournante du 18 décembre d'Ifangla devrait se tenir en 2020. Le report de cette fête a-t-elle été bénéfique pour la région? On peut le dire. Je me souviens quand même, le président sortant ou bien sorti voudrait certainement bien faire boucler la boucle à Difa. Mais malgré tout, je pense qu'à l'évidence, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Malgré, en tout cas, à ce moment, une communication tendant à montrer que vraiment tout est fait prêt. Je pense qu'ils ont dû donc renoncer à cette fête. Je pense par rapport à votre souci, on peut le dire aujourd'hui, non seulement la situation sécuritaire à Difa est plus ou moins, en tout Rétabli. cas, rétablie. En tout cas, de ce point de vue, on peut dire qu'effectivement, que les conditions d'une fête acceptable sont réunies, même si par ailleurs, au niveau national, en tout cas d'autres régions du pays, où effectivement, on ne pourrait pas, par exemple, faire cette fête
dans la région de Tillabéri, en tout cas à Bani Bongo. En tout cas, ça va demander plus de moyens sécuritaires. Donc, je pense que ça va permettre, donc non seulement, parce qu'on se souvient, le président était dans la région, en tout cas pour le retour des gens dans leur village. Donc, avec la fête, certainement aussi, c'est l'occasion pour lui, de manière vraiment, avec plus de proximité, d'écouter encore ces stratèges, donc les militaires, en tout cas les populations, pour voir en fait ce défi la sécuritaire, mais aussi maintenant par rapport à la fête en tant que telle. C'est vrai, on entend effectivement des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas opportun de le faire. Mais bon, quelque part, moi, je me dis que s'il faut se laisser imposer un agenda par les terroristes, on ne va jamais, en tout cas, réaliser quelque chose. Absolument. Donc, il va falloir prendre les choses avec philosophie, en tenant compte que véritablement, ce n'est pas une façon de baisser la garde. Parce qu'effectivement, c'est des festivités, c'est folklorique souvent, mais on met la fête nationale, c'est aussi des valeurs, le défilé militaire il y a des valeurs de coexistence pacifique, d'unité nationale. Parce que quand même, toute la semaine aussi, il y a à travers la culture, le sport, le truc de cousin à plaisanterie. En tout cas, ça permet tout simplement de faire des échanges, de rappels importants de la vie sociale, ce qui se passe. Mais je pense que il y a aussi au Parlement une fête de la République la semaine prochaine, parce qu'à un moment que la fête de va, demain justement. Oui, mais Aladji Mamadou, est-ce que la fête du Fengla qui a été célébrée, qui devait se faire en 2020 et qui a été reportée en 2021, a permis de poursuivre certaines réalisations sur place? Bien sûr, quand vous voyez effectivement les reporters qui étaient allés, en tout cas, depuis l'année dernière, en tout cas, ils ont montré en tout cas les principales réalisations, absolument que DIFA en tout cas a changé. DIFA comme Tillabéri qui était donc vraiment nos villes, disons en fait, nos capitales régionales étaient vraiment de gros villages, mais au bénéfice justement de ces fêtes tournantes, l'État a pu faire quelques réalisations. Maintenant, comme l'a dit Arimi, effectivement, tout n'est pas de faire de travaux bâclés. Il va falloir conséquemment au moins qui ont été mobilisés. En tout cas, consciente qu'il y a un investissement porteur. Et il ne s'agit pas vraiment de donner aux commerçants véreux qui vont juste faire vraiment du colmatage. Absolument, faire voir pour la cérémonie. Juste quelques mois après, tout ce qui a été fait vraiment c'est remis en cause. Moi, je pense que ça, c'est du gâchis, en tout cas, sur le trésor public, parce que c'est le trésor public. On mobilise des milliards pour faire cela, alors qu'il y a d'autres priorités. Donc, au niveau d'un pays comme le Niger, en tout cas, où il y a beaucoup de priorités. Donc, je pense qu'au niveau donc, des autorités, la qualité de la dépense doit être de mise, en tout cas. Il ne suffit pas de donner tout simplement des marchés aux gens parce que c'est des militants, parce que c'est des... Je ne sais pas, mais je pense que la rigueur doit en tout cas prévaloir sur la qualité. Et c'est pourquoi, au niveau des marchés, le plus important, c'est qu'on donne en tout cas le travail à ceux qui savent le faire. Ousseini Sajibo, selon vous, qu'est-ce qui mérite d'être amélioré à l'avenir? Je vais d'abord parler à Rémi. Allez-y. Ça veut dire que quand je vais à Difa, je ne vais plus me retrouver dans Difoukoura. Difoukoura, l'ancien quartier. Le même. L'ancien quartier. Exactement le même. D'accord. Il n'y a pas que je sache, en tout cas, de ce que j'ai vu l'année dernière, Difoukoura n'a pas changé. Alors, voilà. Merci pour la réponse. Qu'est-ce qu'il faut changer? Armi vient de dire on fait des clinquants. Du clinquant. C'est-à-dire que ça brille. Ça brille. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. La circonstance de l'événement, la circonstance qui est là, parce que des gens sont là, des étrangers sont là, tout est neuf, les feux optiques sont là, on voit, ça s'allume, ça fonctionne. Oui. Il y a eu des ratés dans d'autres régions. On connaît, et je crains fort que ça ne soit la même chose. Parce que je vais dire une chose, j'ai fait un peu partout des régions où j'ai constaté que au bout d'une année,
ce qu'on a réalisé comme infrastructure, même les villas ministérielles, moi j'ai dormi dans un villa ministériel à Zender, où les serrures, tout est défoncé, des choses comme ça. Ça veut dire que le travail a été mal fait, où les carreaux sont défoncés, les pavés sont défoncés et tout et tout. Si c'est faire un travail... Peut-être que Dufangala s'est inspiré... S'il te plaît, non, attends, on vient tous de dire quelque chose ici, c'est que on donne le marché, il faut faire bénéficier quelques gens. J'ai vu Dosso, j'ai vu un peu, heureusement que... Dosso, là, ça avance, on dirait un peu... Non, il y a des choses qui ont été abandonnées. Voilà. J'ai vu un peu Tawa, j'ai vu un peu Zender, j'ai vu un peu Tilaberi. Quand tu vois Tilaberi, les voies qui ont été... Mais c'est autre chose. On a mis de l'argent, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ces infrastructures-là ne tiennent plus. Quand tu les trouves, tu te poses la question... Des voies qui sont karma défoncées, qui deviennent des mares. Des voies goudronnées qui deviennent des mares, qui deviennent, pendant la saison de pluie, des retenues d'eau karma. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a mis de l'argent dans ça. On dit non, on peut améliorer. Non, le problème c'est que les gens ne mettent pas du sérieux pour faire le travail. C'est ça la difficulté. Est-ce que parce que quand j'ai fait, au fait que les travaux ont été faits précipitamment? Laisse-moi faire le parallèle. Laisse-moi faire le parallèle. Quand je prends le CCOG là, le complexe là, tout le bloc là, quand je prends tout ce bloc-là a été construit dans les années 79-80 sous Kounché à l'occasion du festival. Parce que non, il faut que l'État ait une continuité. Et le bloc est encore là, est toujours solide. On fait juste des réaménagements, des petits travaux, des décorations et autres. Jusqu'ici, de 80 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 40 ans. N'est-ce pas? Ces bâtiments se tiennent toujours. Malgré la pluie, malgré tout, malgré les intempéries, ces bâtiments sont là. Les gens sont contents de les regarder. On a besoin de faire une activité, il suffit juste de faire un peu de peinture là-dessus. Les gens vont venir s'y retrouver, les gens vont trouver le cadre agréable et tout et tout. Mais on fait des choses dans une région. Au bout d'une année, tout est à terre. Alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vouloir faire une autre activité dans la région, il faut encore mettre de l'argent. Recommencer. Beaucoup d'argent, hein. Beaucoup d'argent. Et c'est ça. On nous avait dit que c'était 111 milliards à l'époque. 110 milliards. Il faut mettre fin à ça. Il faut que les gens qui vont faire ces travaux-là, que ce soit un travail sérieux, que ce soit un travail suivi, pour que ce soit un travail définitif, où on aura besoin dans 10, 15, 20 ans juste de retouches par rapport au bâtiment, parce que la peinture va s'en aller de temps en temps. Il faut. Tant que ce n'est pas ça. Quand j'ai vu certaines réalisations dans le cadre de ces fêtes tournantes-là, mais je suis scandalisé. Je suis scandalisé parce que c'est un gâchis. Quand je vois des routes défoncées, une route est faite pour au moins durer, bitumée, est faite pour durer au moins 10, 20 ans. Minimum. Quand l'année d'après, tu reviens, tu trouves que toute une bonne partie est partie. Les gens roulent dans l'eau quand c'est la saison de pluie. Alors, c'est quoi? Ngala. Belle pour propre. Une semaine. Voilà, pour une semaine. Non, juste un mot par rapport à ça. Un mot, en fait, c'est pour dire qu'on doit s'inspirer de l'exemple de d'IFA qui vient d'être réalisé en 2 ans. Moi, je pense que tout n'est pas d'aller et de construire partout des choses qui ne vont pas tenir. Pourquoi on ne va pas faire des trucs biennales? Vraiment, et on a le temps de construire et de finir par la fête. Passons au second sujet de ce forum de la presse, la situation sécuritaire dans la zone des 3 frontières. 2 bases terroristes démantelées, une centaine de terroristes neutralisés et divers matériels récupérés. C'est le bilan officiel de l'opération conjointe dénommée Tanali 2, menée du 25 novembre au 9 décembre 2021, le long de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso par les armées des 2 pays, rapporte une dépêche en ligne du quotidien gouvernemental nigérien, le Sahel, du vendredi 10 décembre. Abachari Arimi, que peut-on retenir au sujet de cette opération militaire conjointe entre les forces armées du Niger et du Burkina Faso? Mais écoutez, c'est une stratégie qui a été déjà essayée, que je sache, entre le Niger et le Nigeria, tantôt par les 3 pays du temps fort de Boko Haram.
Certainement que ça contribue à vraiment réduire les forces de l'adversaire, mais qui finit toujours par se reconstituer. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, mais au-delà, il faut être présent. Il faut être présent, ça veut dire présent dans les localités, dans certaines localités phares. Il faut occuper les régions. Il faut occuper voilà, le terrain. Il faut occuper le terrain. C'est extrêmement difficile parce que l'ennemi est presque volatile, si on peut s'exprimer comme ça. Mais vraiment, il faut être présent sur le terrain, alerte, capable de réagir à tout moment. Moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, c'est bien de ratisser, mais bon, vous passez et c'est sûr qu'il se reconstitue. Il ne faut pas oublier que l'ennemi, pour beaucoup, ne vient pas de l'extérieur. N'est-ce pas? C'est nos frères. Ils sont du terroir. Vraiment, ils sont du terroir. Et c'est des gens qui ont retourné la veste, qui ont décidé de prendre les armes. Et les maîtrisent sur le terrain aussi. Oui, ouais, mais voilà. À Difa, c'est particulièrement ce qui s'est posé comme problème. C'est des enfants qui savent nager comme c'est pas possible parce qu'on a souvent considéré que la Komadougou est une barrière, mais pendant que la Komadougou est en période de crue même, il y a eu des attaques. Et donc, il faut vraiment... Oui, c'est normal pratiquement parce que de deux côtés des frontières, il y a des attaques contre les armées, il y a des attaques contre les populations. C'est normal que les gens se mettent ensemble et c'est une bonne chose de pouvoir travailler main dans la main parce que les gens font face au même ennemi et donc que d'attendre les forces extérieures auxquelles moi je ne crois pas trop. Et vraiment que les gens prennent leur mal en patience, qu'ils aient confiance à leur armée pour réagir face à une menace extérieure. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Hussein Issa Djibo, pour cette opération, les forces armées nationales du Burkina Faso et du Niger ont chacune déployé plusieurs unités terrestres selon les états-majors. Au cours de cette opération, dont le poste de commandement se trouve à Tillabéri, à l'ouest du Niger, comment expliquer cette concentration des terroristes dans cette zone dite des trois frontières? C'est quoi la zone des trois frontières d'abord? Oui, la zone... Non, mais non, c'est quoi? C'est pas les Occidentaux, les Blancs qui ont dit c'est la zone des trois. Est-ce que c'est pas les populations qui vivent de part et d'autre? Burkina Faso, Mali, ouais. C'est la même zone. C'est les mêmes populations et tout. On dit zone des trois frontières. Il y a trois frontières dans la zone. S'il te plaît. Est-ce que les frontières là, c'est des frontières qui sont là. Bon, c'est des populations de part et d'autre. J'ai mes cousins, mes parents de l'autre côté, et ils ont aussi des parents machin. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on dit zone des trois frontières. Ok, tout le monde est d'accord, la zone des... Tu peux délimiter cette zone? Dis-moi, est-ce que tu peux délimiter qui va de Walam jusqu'à Torodi, jusqu'à Saï, cette zone-là? C'est une très vaste zone. N'est-ce pas? Jusqu'au parc W. Jusqu'au parc W et tout et tout. Tu peux délimiter ça? On peut délimiter. Le Bénin fait partie de la... Le Bénin, oui, bien sûr. Des trois frontières, ça veut dire qu'il y a quatre frontières. Mais alors, c'est les Blancs qui ont décidé ces trois frontières. N'est-ce pas? Ok. D'accord. L'opération a été menée par deux pays, non? Oui. Le Niger et le Burkina. La base de commandement, l'opération, comment dirais-je, Tanali 2, c'est au Niger. Regarde ce qu'ils ont fait comme dégâts aux terroristes. Quelque part, quand on regarde, si on veut bien, on n'associe pas les autres là. Les autres, c'est qui les autres? Est-ce que j'ai besoin de te dire? On s'est entendu comment on va mener l'opération. On n'a pas donné la chance à ces gens qui viennent tuer, piller et puis s'en aller. On n'a pas donné le temps pour qu'ils puissent être informés. On les a trouvés, on les a massacrés. 100. Plus de 100. Une centaine. Plus d'une centaine, n'est-ce pas? En tout et pour tout, qu'est-ce qu'on a perdu? Quelques soldats qui sont tombés au Burkina et des blessés, n'est-ce pas? S'il y avait eu l'information là, ces gens qui prétendent être là pour nous aider. Regardez, c'est une opération conjointe. Arimi vient de dire quelque chose. Quand les opérations qui ont le plus porté, c'est quand c'est des opérations, le Tchad, le Niger et le Nigeria. La force mixte multinationale des trois pays. Parce que les gens connaissent leur terroir, ils connaissent les gens, ils savent comment ils peuvent mener l'opération. Et ils savent que voilà ce qu'on a décidé, comment on doit aboutir à des résultats.
Mais quand quelqu'un est là, il a l'information, il va, il informe. Les gars, ils s'en vont. Les gens qui... Non. Regarde comment ils les ont massacrés. Non. C'est des choses comme ça il faut faire. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que quelqu'un connaît mieux le terroir, mieux que nos soldats? Mais quand des gens sont là, et on les associe souvent à la démarche. Mais alors, le problème, c'est ça la difficulté, Mali, Niger, c'est ça la difficulté. Parce que ces gens, ils ont nos renseignements, mais on dit qu'ils nous renseignent en quoi? Regarde, pour aller bombarder des enfants à Terra, des avions qui ont décollé de Niamey. Il y a des attaques qui se passent, on les informe, ils ne sont pas capables d'aller. On dit qu'ils n'ont pas, dans la convention, je ne sais pas c'est quelle convention qui n'a pas été agréée, en tout cas validée par l'Assemblée nationale, ils interviennent au Mali exclusivement. En un mot, selon vous, l'opération conjointe Tanali 2 a été une éclatante réussite. C'est un succès éclatant. C'est un succès éclatant, c'est un exemple, c'est un modèle à suivre. On se met ensemble. Ces deux zones, on connaît un peu, on se donne les informations, on coordonne. N'est-ce pas? On va sur le terrain. On sait, voilà, telle zone, il y a une zone de cache, ils ont ceci, cela. On vient, on détruit, on récupère le matériel qu'ils ont de guerre et tout. Ils vont mettre beaucoup de temps avant de se reconstituer. C'est un succès. Mais il faut suivre cet exemple, c'est un modèle. Quand j'ai vu aussi du côté de Difa, quand il y a eu des opérations conjointes, Nigeria, Tchad, Niger, ça a donné des résultats. Parce que tu viens taper au Niger, tu veux fuir pour aller au Niger. Les soldats du Niger là, vont t'intercepter pour te massacrer. Mais quand tu peux fuir, tu rentres. On n'a pas d'information au Niger que vous êtes venu attaquer au Niger. C'est sur les terres qui sont au courant que vous êtes venu attaquer au Niger. Moi, je dis c'est la même formule. Hey, on n'est pas des lâches ou des machins comme les gens tentent à le faire croire qu'on a besoin. On peut, avec nos maigres moyens là, on peut nous défendre, on peut se défendre. C'est ça que les gens ne veulent pas faire parce que c'est un business, cette histoire de crise sécuritaire là. Ça arrange les gens. Alhaji Mohamed Suleiman, au même moment, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, plusieurs mouvements de protestation des jeunes qui dénoncent la présence des bases militaires, notamment françaises. Pourquoi cette hostilité 60 ans après les indépendances chez une génération qui n'a jamais connu l'époque coloniale? Je pense que pour ceux qui ont lu ou bien qui veulent lire, il faut lire l'article de l'anthropologue Pierre-Olivier de Sardan, justement qui donne vraiment les raisons historiques pourquoi ce sentiment anti-français. Il dit il y a mille raisons en tout cas pour le faire. Bon, c'est-à-dire que franchement, il y a des raisons. Il y a beaucoup de raisons liées au comportement donc des Français. Donc historiquement, vous voyez, il y a cette question de la monnaie. Le franc CFA. Le franc CFA, absolument, la façon dont ils gèrent nos portefeuilles. Absolument, nos portefeuilles. Et il y a donc aussi la gestion de la question sécuritaire où les gens avaient pensé véritablement qu'avec la coopération militaire, ils sont là pour en tout cas faciliter donc, le combat, mais vous l'avez dit... Les gens ont également dénoncé les ingérences extérieures à travers les élections qui s'organisent en Afrique francophone. Absolument, les gens avaient beaucoup de raisons donc, de critiquer la France parce que tout simplement, on a comme l'impression que les Français mettent en avant leur intérêt au détriment de... Bref, il y a souvent aussi un peu... C'est un peu excessif comme jugement, parce que lorsqu'on dit que les Français viennent tout simplement, en tout cas, approvisionner les terroristes, je pense qu'il n'y a pas de preuves, c'est assez excessif en tout cas pour le dire. Je ne pense pas que cet argument est rationnel. Mais ce qui est important, moi, je considère que nos dirigeants ont très bien compris. Parce que le président Bazoum, c'est devant Macron en France.
il a dit que nous n'avons pas besoin de soldats français sur notre territoire. Mais ils sont là pourtant. Parce qu'il a bien compris. Justement, je reviens là-dessus, son discours du 26 novembre. Mais ici, c'est que cela voudrait dire que quand en France, le président Bazoum avait dit ça, il avait conscience que la lutte contre le terrorisme, tout simplement, suppose deux choses. Comme dit un expert, la vitesse et l'information. La vitesse, nous avons besoin des moyens aériens, de la logistique nécessaire pour rapidement c'est pourquoi intervenir. Je dois saluer de passage l'action des Américains qui nous ont doté la semaine passée d'un C-130, un avion qui va permettre en tout cas de transporter en temps réel donc les hommes et les moyens, l'information, les renseignements justement. C'est ce que nous avons besoin effectivement, que on peut dire oui à la coopération militaire lorsqu'effectivement nos partenaires vont doter en tout cas nos forces de défense et de sécurité avec ces moyens logistiques, avec ces renseignements, parce que justement, on l'a dit, l'opération Tali, effectivement, c'est un exemple vivant que nos armées peuvent inverser la tendance. Tout simplement, elle a besoin que d'abord nos États eux-mêmes les dotent de moyens conséquents, mais aussi le partenaire qui est là en appui, effectivement, doit faire montre de sincérité qu'on n'a pas besoin de leur présence ici, en tout cas localement, on a plutôt besoin de leurs moyens. Maintenant, par rapport au discours effectivement, du président le 26, c'est que véritablement, on ne peut pas dire. Et je pense que quand vous regardez au niveau de la classe politique, les hommes politiques en vue ne peuvent pas sortir parler comme la société civile, nous demandant ici et maintenant le départ des forces étrangères. Tout simplement parce que ce n'est pas politiquement correct. Tout celui qui vient au pouvoir est obligé effectivement de mettre en avant la coopération militaire jusqu'à ce que, effectivement, qu'il s'assure que l'armée a suffisamment de moyens, en tout cas, pour gérer la situation. Nous avons encore besoin de cette coopération pour la formation de nos officiers, pour tout simplement l'accompagnement nécessaire. Mais je pense que c'est ça la nuance. Mais la question maintenant du sentiment anti-français, c'est une réalité en Afrique. Il y a, mais seulement, je constate aussi des situations qui ne collent pas à la réalité, qui font que tout simplement certains ont envie de crier avec le loup, tout simplement par rapport à un certain agenda. Mais je pense que le plus important, c'est que nos FDS ont montré qu'en tout cas à travers l'opération Tali, ils peuvent véritablement assurer l'essentiel. Donc il appartient justement, imaginez par exemple maintenant, fait que les Maliens viennent, que justement tous les autres viennent en tout cas en appui. La force par exemple mixte, le FM là en tout cas qui réunit le Tchad, le Nigeria, tout quoi. Donc tout cela en fait, on se rend compte qu'il y a des initiatives, mais sur le terrain en tout cas, on ne voit pas de résultats. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif au 113e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a célébré le 10 décembre à Niamey le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous le thème « Tous humains, tous égaux ». Pour le président de la CNDH, toutes les formes de violation des droits de l'homme doivent être dénoncées et sanctionnées avec la dernière énergie. Tous les acteurs engagés dans la protection des droits de l'homme doivent joindre leur voix à celle des sans-voix. Par là, j'ai nommé toutes les victimes silencieuses et impuissantes des violations de leurs droits les plus élémentaires, a déclaré Mati El Hadj Moussa. El Hadj Mohamedou Souleymane, l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme coïncide avec le séjour au Niger de Mme Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger. Quel symbole? Un symbole, peut-être que au Niger, on a eu quand même quelques progrès en matière de droits humains. Promotion de en respect. matière de respect des droits humains, il y a quand même quelques progrès en matière justement aussi de l'exercice démocratique du pouvoir. L'exemple illustratif, c'est aussi cette Commission nationale des droits humains qui assure
l'essentiel pour la protection des droits humains, cette structure, en tout cas cette institution, de par en tout cas la gestion précédente avec l'équipe de Khaled Ekiri, tout le monde sait que c'est une institution étatique, mais qui ose, lorsque les dirigeants en tout cas prennent des libertés par rapport aux droits humains, en tout cas de les rappeler à l'ordre. C'est un progrès important qu'on ait en tout cas des structures de l'État qui veillent justement au respect des droits humains. Donc je pense que, et on le sait effectivement, la CNDH est bien cotée, donc elle est donc de AA en tout cas au niveau donc en tout cas de la sous-région, nous sommes très bien cotés de ce point de vue. Dans la réalité, c'est toujours très difficile parce que les droits humains, c'est vraiment très large. Aujourd'hui, peut-on parler, on parle d'égalité justement. Oui, nous sommes libres et égaux en droit, mais la question des droits humains, franchement, quand on essaie de voir beaucoup de paramètres, on va voir que c'est un idéal justement qu'il faut poursuivre et défendre. Quand on considère vraiment la dimension de la vie, la dimension économique, nous sommes dans un contexte au niveau national où il y a l'exclusion, l'accès équitable aux ressources, vous voyez. Donc tout cela fait que véritablement, il y a justement à travailler pour conquérir justement l'égalité dont on parle. Parce que tout simplement, on ne peut pas, souvent, quand on voit, comme l'a dit quelqu'un, sur son propre pays, on est étranger. On observe justement un certain nombre de choses, d'exclusion. Donc, moi, je pense que l'arrivée du commissaire aux droits humains des Nations Unies, tout simplement, je pense qu'ils sont venus non seulement apprécier, en tout cas encourager donc, le Niger, en tout cas, à aller de l'avant, mais aussi peut-être faire l'évaluation de ce qui ne va pas. C'est comme ça que justement on peut avancer. Donc de mon point de vue, notre pays n'est pas, en tout cas quand on compare avec beaucoup de pays de la sous-région, récemment vous avez suivi ce qui s'est passé au Bénin sur les opposants. Avec l'épisode de Rekiatou Madougou. Absolument. Et avant elle, il y a un autre qui ont été condamnés de façon vraiment assez, vraiment 18 ans et 20 ans, je crois. Donc, tu vois, bref, moi, je pense que il y a que... Selon vous, il y a du progrès qui a été enregistré au Niger. Ousseini Sajibo, au Niger, le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme intervient dans un contexte où le pays est confronté à des menaces sécuritaires et climatiques sérieuses. Comment promouvoir le respect des droits de l'homme dans un tel contexte? C'est pas compliqué. Pratiquement toutes les constitutions, en tout cas des démocraties, sont inspirées de la Déclaration universelle des droits humains. Maintenant, le problème se pose en termes d'encadrement ou de conception ou de compréhension de ces droits-là, des articles de la Déclaration universelle des droits humains. Malheureusement, ce qu'on constate dans nos pays, c'est que quand je suis au pouvoir, ça ne m'arrange pas. J'ai tendance à vouloir empêcher à ce que certains droits, c'est-à-dire même quand les gens crient, moi je considère que non, ils sont en train de raconter leur vie et tout. Voilà un peu la difficulté. Mais sinon, on peut créer les conditions. Comment faire pour promouvoir les droits humains? Dans un contexte de conflit. Conflit, s'il te plaît. On vient de parler de conflit, non? De cette histoire de crise et tout. Quand les gens sont dans une situation où ils se disent il n'y a pas accès à la nourriture, accès à l'eau, accès à un emploi, il n'y a pas tout ça. Mais on crée une situation où ça peut exploser un jour. Aujourd'hui, quand tous ces enfants-là, imagine, tous ces enfants qui devaient normalement continuer à fréquenter l'école, qui sont dans les campagnes où les écoles ont fermé, où les villages se sont déplacés, qui sont là dans la rue, ces enfants-là, ils vont devenir quoi demain? Et ils vont se retrouver dans une situation où ils vont grandir, ils ne savent rien faire, ils n'ont aucune perspective. Qu'est-ce qui reste? La violence. La violence, n'est-ce pas? Ils vont devenir des brigands, des grands brigands, je ne le souhaite pas. Mais je dis, c'est la situation, tous les autres pays, quand tu prends l'Afrique du Sud, c'est qui a plongé l'Afrique du Sud dans la violence. La criminalité. La criminalité et tout. Mais
Mais les gens ne se rendent pas compte que l'enfant qui est là, bon, il est petit. Pour l'instant, il n'est pas violent. Au fur et à mesure, il va grandir. Et il aura des besoins. Et il n'y a aucun... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espoir. Mais il devient quoi? C'est ça, on doit, en tant que dirigeant, on doit se dire, trouvons un mécanisme. Ceux qui sont déscolarisés là. Parce que c'est ça la violation. C'est bien beau de dire, voilà ce que disent les actifs. Mais quand on ne crée pas les conditions pour que la société soit une société harmonieuse, où chacun va trouver son compte, n'est-ce pas? On va se retrouver dans une situation explosive où la criminalité va prendre de l'ampleur. Je ne le souhaite pas. Mais tous les pays qui ont basculé dans ça, c'est à cause de cette situation-là. L'apartheid a fait qu'en Afrique du Sud, les enfants, les jeunes, jusqu'à aujourd'hui où on vous braque en plein, au Kenya, même chose. Mais c'est quoi qui a provoqué? C'est pas autre chose. Abachari Arimi, cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme intervient également dans un contexte où plusieurs manifestations de rue de la société civile ont été interdites à Niamey comme à l'intérieur du pays. Comment l'expliquer rapidement, Abba? C'est aussi simple. C'est un des droits fondamentaux de l'homme qui n'est pas respecté. Le droit à la manifestation, c'est dans notre constitution, c'est nulle part ailleurs. C'est le droit à l'association, c'est dans notre constitution. Et c'est le fondement vraiment de la démocratie. Tant que ce droit n'est pas respecté, ça veut dire que nous avons une démocratie, s'il y en a une démocratie boiteuse. En plus de ça, il y a un certain nombre de droits. Le droit de l'homme, c'est un certain nombre de droits fondamentaux. C'est le droit à la justice, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les Nigériens ont accès équitablement à une justice? Beaucoup te diront non. Est-ce que c'est le droit à l'eau? L'eau potable, tout simplement, l'accès à l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations nigériennes ont accès à cette eau-là? C'est le droit à l'éducation, n'est-ce pas? Les enfants nigériens, aujourd'hui, même ceux qui sont en ville, est-ce qu'ils ont droit, leur droit à l'éducation est respecté? Et ça, c'est un certain nombre de frustrations. Tant que ces droits ne sont pas respectés, tu ne peux pas être un candidat à la paix. Ça ne peut remettre qu'en cause toute situation vraiment d'accalmie, toute situation de paix. On ne peut pas être paisible quand dans un pays où nous avons 65% de jeunes, la moitié ne sait pas où donner de la tête. Leurs parents ne savent pas où donner de la tête. Ils ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas accès au minimum vital. Les gens n'ont même pas leur droit à l'abri, même n'est pas respecté. C'est normal que certains d'entre eux se retrouvent en brousse en train de tirer sur tout ce qui bouge. Ça, c'est élémentaire. Il ne faut pas rêver. Même si on finit avec cette violence qui sévit un peu partout dans notre pays, on n'a pas créé les conditions d'une paix durable tant que ces droits fondamentaux ne sont pas respectés. La démocratie a ses règles. Oui, Abachari Arimi, comment davantage promouvoir le respect et la protection des droits de l'homme au Niger, rapidement? Pour revenir sur le droit à la manifestation, ça fait 10 ans, pratiquement, toute marche est vouée à une fin de non-recevoir. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, que celui qui a été démocratiquement élu, qui sait que si c'est par la force qu'il faut venir au pouvoir, il ne vaut jamais venir, n'est-ce pas? Qu'il se dise que, au même titre que les gens nous ont respecté le droit d'être là où nous sommes, nous devons crier, nous faire violence. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Le vivre en commun, tu cèdes un peu de ce que tu veux à l'autre, ainsi de suite, pour que équitablement, chacun dans son propre pays ait accès à ce dont il a le droit. Ce n'est pas aussi compliqué. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, El Hadji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative,
et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum Aoussa et dimanche, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique et à la régie assurée par Mustapha Ayouba et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.